Et bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne sur le Covid-19. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, d'auditionner Mathieu Dalmé et Lola Guillot, qui sont donc membres de l'association Ingénieurs sans frontières Agrista et qui participent d'un collectif qui travaille sur une proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Mais ils vont nous présenter tout ça. Donc Mathieu, je vous laisse peut-être la parole pour commencer. Oui, merci. Ingénieurs sans frontières, on travaille depuis 3 ans sur cette idée de se dire, en partant de deux constats, à la fois comment on fait pour assurer l'accès de tous à une alimentation de qualité et en même temps le constat de dire comment on peut transformer l'ensemble de la production agricole et alimentaire en élaborant la demande alimentaire et en laissant pas le marché tel qu'il est structuré donner des arguments à Christiane Lambert, par exemple, qui disait il n'y a pas longtemps sur France 3 qu'il est nécessaire de produire en masse parce que l'agriculture de qualité, ça coûte cher, c'est pour les riches. Et donc, il faut légitimer l'agriculture industrielle pour pouvoir produire à bas prix pour que tout le monde puisse manger. Et donc, en fait, de recouper ces deux entrées, à la fois la nécessaire transformation du monde agricole et de la préservation de l'environnement qui va avec toute la production alimentaire et agricole, et une entrée de type droit à l'alimentation, de dire tout le monde doit avoir accès à une alimentation de qualité. Et, euh, et petit à petit, en travaillant là-dessus, l'idée inspirante de la sécurité sociale, en tout cas du régime général de la sécurité sociale, est venue, et donc de travailler à une nouvelle branche qui pourrait être la sécurité sociale de l'alimentation. C'est le départ du travail. Lola, tu... Oui, moi, c'est plus pour préciser. C'est vrai qu'on parle d'alimentation de qualité sans jamais préciser de quoi on parle, parce que pour nous, dans le droit à l'alimentation, il y a cette notion de choix. C'est à chacun de choisir la qualité qu'il a envie d'avoir à disposition. Et donc, du coup, souvent, on parle d'accès à une alimentation de qualité et choisie, parce que cette qualité doit être justement un choix de chacun, quoi. Enfin, on n'impose pas nous-mêmes notre vision de la qualité dans ce projet. Voilà, je ne sais pas si on décline un petit peu plus maintenant Allez-y, allez-y, directement. ouais. Allez-y, Alors, allez-y. je n'avais pas relu mes notes avant, mais Mathieu me complétera du coup. L'idée, c'est donc comme enfin, de partir sur un système de cotisation où tout le monde cotise pour pouvoir ensuite reverser 150 € par personne euh, à l'ensemble des personnes habitant sur le territoire. Euh, et ces 150 €, ils seraient fléchés sur un budget alimentaire, alors soit sous forme de, de crédit sur la carte vitale, ou enfin, on n'a pas encore décidé réellement du support, mais voilà, on peut l'imaginer comme ça. Et ce budget réservé à l'alimentation, il serait réservé à des produits conventionnés. Et donc, ce conventionnement, il serait fait collectivement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès à une alimentation choisie, dans le sens choisie collectivement. On choisit collectivement ces produits conventionnés. Qu'est-ce qui va rentrer dans ce cadre, et après pouvoir faire un choix individuel dans les rayons parmi les produits qu'on a choisi de conventionner. Voilà, pour faire rapide. Après, il y a toute une déclinaison de réflexion qu'on a pu avoir sur comment organiser cette démocratie avec des caisses locales, un cadre national, etc. Mais le principe de base, il est celui-là. Ouais. Pour compléter, ce qu'on a aujourd'hui, en fait, là, dans le cadre, enfin, c'est intéressant pour nous aussi d'être auditionnés dans le cadre de la commission Covid-19, parce que les enjeux alimentaires reviennent énormément sur la table, avec toutes les personnes en situation de précarité pour lesquelles c'est une chose qui est très difficile. Et on a vu beaucoup d'initiatives se mettre en place et essayer d'apporter de l'alimentation, et aussi des initiatives qui ont cherché à aller voir les paysans en difficulté pour travailler avec eux et fournir, et ainsi de suite. En tout cas, une des choses qui nous paraît extrêmement importante pour expliquer la notion de sécurité sociale de l'alimentation, et pourquoi, avec ces deux objectifs de transformer
la production agricole et d'assurer le droit à l'alimentation, on est parti sur le modèle sécurité sociale, c'est pour défendre l'idée on parle de démocratie alimentaire, en tout cas de mettre de la démocratie dans l'alimentation, c'est de dire le droit à l'alimentation, c'est de pouvoir choisir son alimentation et le choix, c'est quelque chose qui est individuel et collectif. Et donc, individuellement, il faut qu'on puisse avoir accès à des produits et qu'on ne nous donne pas un panier tout fait. Mais collectivement, il faut pouvoir dire quels sont ces produits, avec quelles normes ils sont produits et qui va les produire et comment. Avoir un droit de regard sur ce qui est produit. Et ça, de l'élaborer, et c'est là où le modèle de la sécurité sociale est très intéressant. Quand on dit sécurité sociale, on s'intéresse vraiment à ce qui a été fait en 1945, pas à l'état du tricotage dans lequel elle est aujourd'hui, mais de proposer des caisses populaires, démocratiques, gérées par les travailleurs, par les citoyens, qui vont élaborer les critères pour dire quels sont les produits qu'on veut manger. Et dire que le secteur agricole ne doit pas être régi par la demande, et même voilà, pas par des politiques publiques qui diraient ce qui doit être, mais doit être régi par l'élaboration, en tout cas pas par la demande élaborée par le marché, mais par la demande élaborée politiquement par les citoyens qui disent ce qu'ils veulent manger, pour sortir complètement du cadre libéral, avec d'un côté la production agricole et de l'autre des politiques de lutte contre la pauvreté ou la précarité qui voudraient qu'on donne accès aux gens au marché, mais de prendre l'ensemble du système alimentaire dans son ensemble en disant, voilà, on prend sur la valeur ajoutée produite par un mécanisme de cotisation comme on sait le faire déjà dans le reste du régime général de sécurité sociale, et on donne des caisses qui ont un pouvoir d'agir extrêmement fort pour les citoyens et pour la population, qui deviennent décideurs de qu'est-ce qu'ils vont manger ensemble. D'accord. On peut détailler Alors, plein de points, mais voilà. ouais, non, mais je vais avoir un certain nombre de questions sur le dispositif lui-même. Est-ce que juste avant, est-ce que vous pouvez nous faire partager, est-ce que vous avez des éléments de diagnostic sur ce dont vous parliez, c'est-à-dire les situations de précarité alimentaire dans la période actuelle? Je ne sais pas si vous avez des informations particulières sur le sujet. On dit que dans un certain nombre de zones du territoire, de quartiers populaires en particulier, il y a des vraies difficultés en ce moment d'accès à l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez des chiffres ou des éléments précis sur le sujet que vous pouvez nous partager. Alors, avant le Covid, on était sur des chiffres assez partagés, des données de l'INSEE de 1/5 des Français qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, avec l'incapacité d'avoir accès à une alimentation en termes de qualité ou de quantité suffisante, et plus de 5,5 millions de personnes régulièrement bénéficiaires de l'aide alimentaire, et jusqu'à 8 millions de personnes exceptionnellement en France. Avec le Covid, c'est très difficile d'avoir des chiffres là en temps réel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu par exemple la Banque alimentaire en Île-de-France qui a annoncé dans une interview avoir multiplié par 6 en un mois la distribution qu'ils faisaient habituellement. Les Restos du Cœur qui ferment normalement ont rouvert un peu partout sur le territoire. Et en plus de ça, de nouveaux exemples de solidarité portés par des citoyens un peu hors réseau classique de l'aide alimentaire se mettent en place. Donc non, on n'a pas de chiffres là en direct, mais une explosion. Et heureusement, de nombreuses mairies qui ont transféré les budgets des cantines qu'elles mettaient pour les familles. Et on dirait que si on peut avoir un point de vue d'analyse un peu global, en tout cas en, en essayant de compiler les différentes choses dont on a pu avoir connaissance ces derniers temps, c'est que se met en place des choses là où les gens travaillaient déjà cette question. Là où on a déjà des exemples de travail sur la précarité alimentaire, les réseaux se sont tout de suite mis en place. Là où il n'y avait rien, c'est très difficile et on commence tout juste à voir les choses qui se généralisent. Et donc l'importance de travailler cette question. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple ou deux ou de collectivités locales qui ont mis en place des dispositifs exceptionnels et quelle forme ont pu prendre ces dispositifs-là? Là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y a notamment donc, à Brest, où donc, on avait déjà un système de cabas qui se mettait en place, enfin, de paniers en fait,
de légumes commandés par les personnes avec tout un travail pour essayer de diminuer le prix et un engagement bénévole pour essayer d'avoir des produits de qualité qui arrivent le moins cher possible pour les personnes de quartiers plutôt défavorisés. Et donc, ce fonctionnement a été arrêté dans un premier temps avec la fermeture. Ça reposait sur le centre social de Brest. Donc, avec le Covid, ça s'est arrêté, ce qui a engendré de grosses difficultés. Et, euh, et donc, la mairie a aidé pour rouvrir ce fonctionnement et continuer la mise en place des paniers et a soutenu ces choses-là en soutenant aussi financièrement pendant la crise du Covid. D'accord, Lola, tu veux en dire d'autres? Non, moi, c'est ça que j'avais en tête aussi, oui. d'accord. Alors, peut-être une autre question d'actualité avant de revenir sur le cœur de votre proposition. On a vu que pendant la crise, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, notamment à la filière agricole, mais il y a eu aussi des décisions un peu contradictoires. Je pense par exemple à la fermeture des marchés. Donc, on a eu l'impression que finalement, c'était plutôt la grande distribution qui était dans la période actuelle un peu le seul fournisseur des denrées et de tout ce qui est lié à l'alimentation. Alors je sais là aussi que certaines collectivités locales ont parfois essayé de mettre en place des dispositifs particuliers pour approcher le consommateur du producteur. Est-ce que vous avez eu l'impression que les mesures d'aide, de soutien qui ont été mises en place ont permis un peu d'aller dans le sens de pas de sélectionner, mais de prioriser ou de favoriser une forme de consommation par rapport à une autre, ou est-ce que ça a été vraiment voilà, du soutien comme avant, où il n'y avait pas vraiment de regard sur la nature de l'alimentation elle-même? Je ne sais pas si ma question est claire, vous me direz. Ouais. Euh, alors, effectivement, il y a eu clairement un gros travail de lobbying de la grande distribution de se positionner comme le seul acteur capable de nourrir les Français, quoi. Et la fermeture des marchés a fait du mal. Et en même temps, il y a eu énormément de réorganisation de la part des producteurs qui se sont retrouvés avec une demande plus importante. Certainement que les gens se concentrent un peu plus sur leur alimentation quand il n'y a plus que ça, malheureusement, une fois qu'on est confiné. Et donc très vite, après les premières galères liées à la fermeture des marchés, l'ensemble des personnes qui cherchaient à vendre en circuit court ont vu des circuits de distribution se réorganiser, notamment des mairies, ouvrir des écoles, des choses comme ça. Donc ça a été finalement, ça s'est bien réorganisé. Par contre, il y a un exemple assez intéressant, là, c'est ce qui s'est fait avec la CNAF, la Caisse nationale d'assurance d'allocation familiale, pardon, qui a voulu mettre en place, enfin qui a mis en place, hein, pardon, un budget d'appui aux familles. Il me semble que c'est 150 euros par mois pour l'alimentation en fléchant et qui a fait appel au réseau agricole pour flécher ça vers de l'alimentation de qualité. C'est très difficile de piloter ça dans l'urgence. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est dans une sous-offre en termes d'alimentation de qualité. La production d'alimentation de qualité, elle vit dans un marché de personnes qui peuvent acheter plus cher. Et si demain, on double ce marché parce qu'on donne accès à des gens à ces produits-là, il n'y a pas la production en face. Il faudra le temps que ça se mette en place. Donc c'est un peu ce qui a été discuté et c'était assez difficile de flécher cette alimentation directement parce que ben, voilà, des problèmes d'offres. Et puis, éthiquement, nous, se pose la question aussi. L'idée, c'est pas de flécher. Enfin, si on veut mettre en place un travail sur le long terme de démocratie alimentaire, on pense que le fléchage directement vers une alimentation en particulier est néfaste, en fait, est contre-productif par rapport à la nécessité de faire de l'éducation par le produit et de la discussion collective sur ces questions. Très bien. Je ne sais pas si Lola, vous voulez compléter. Non, non, moi, ça va. Ça va, d'accord. Très bien. Bah, alors merci, ça c'était un peu deux questions introductives, on va dire, sur la situation actuelle. Peut-être maintenant, je voulais vous interroger un peu sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Euh, donc c'est un projet, vous le dites, qui s'appuie sur un modèle de sécurité sociale. Et donc, vous l'avez dit en introduction, dans un modèle de sécurité sociale, il y a des cotisations.
Sur quelle base vous imaginez ces cotisations? Est-ce que ce serait des cotisations sur le salaire? Est-ce que ce serait des cotisations sur une autre source de revenus? Comment vous voyez les choses? Quel est l'état de votre réflexion sur le sujet? Alors, du coup, c'est un des gros points qu'on travaille en ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de prendre cette cotisation, voilà, enfin, de fonctionner par un mécanisme de cotisation sur la valeur ajoutée qui est produite. Et après, on essaye d'envisager toutes les pistes. On a essayé de faire des calculs pour voir qu'est-ce qui se passe si on prend uniquement sur le salaire. Qu'est-ce qui se passe si on prend sur le salaire? Donc, il y a déjà deux façons. Il y a enfin, deux façons caricaturales et après plein d'entre deux. Il y a la façon caricaturale qui est de dire on prend sur le net aujourd'hui, donc on diminue le net des travailleurs pour mutualiser cet argent. Ou il y a une autre façon qui est de dire on augmente d'autant les salaires que les cotisations, parce que les cotisations restent du salaire socialisé. Donc, ça veut dire une augmentation générale des salaires, ou alors d'être sur des mécanismes où on prend à la fois sur les salaires et sur d'autres endroits, notamment tout ce qui va être profit et dividendes versés aux actionnaires. À partir de là, si on commence à rentrer dans le détail des chiffres, donc 120 milliards, en fait, c'est le budget qui serait nécessaire pour financer 150 € par mois et par personne. On est assez d'accord pour dire que 150 € par mois et par personne, il ne faut pas descendre en dessous pour pouvoir dire qu'on offre à quelqu'un la possibilité de choisir son alimentation. Et surtout, si on commence à mettre des critères derrière de production, de qualité, de rémunération des paysans, des choses comme ça qui sont pour nous importants, difficile de descendre en dessous. Et donc, on arrive sur un budget de 120 milliards. 118 et quelques, auxquels il faudrait rajouter des frais de fonctionnement. Ce budget-là, ça représente 8% de la valeur ajoutée qu'on produit actuellement. Et pour donner une idée, c'est la moitié du budget de la branche maladie de la sécurité sociale. Et le régime général global de la sécurité sociale, c'est 750 milliards. Donc on est sur un sixième du budget. En plus, on est sur des montants tout à fait raisonnables d'un point de vue qu'est-ce qu'on sait gérer aujourd'hui par la sécurité sociale, enfin, le régime général de la sécurité sociale. Ensuite, nous, ça nous intéressait de regarder qu'est-ce que ça donnait si on ne prenait que sur les salaires et qu'on ne pouvait pas aller chercher, gagner des cotisations sur le capital, c'est-à-dire augmenter les salaires. Et donc, on est sur un pourcentage de cotisation d'environ 12,5% d'augmentation de cotisation. Et après, voilà, il est permis de rêver que si on a le rapport de force pour pouvoir mettre ça en place, en fait, cette cotisation sur les salaires, elle se couple d'une augmentation des salaires en même temps. Et au moins, en tout cas, en dessous du revenu médian, quoi. Mais pour les personnes les plus précaires, de toute façon, même avec ce taux de cotisation, on serait sur une augmentation globale du budget, quoi. En tout cas, pour quelqu'un qui est au SMIC, ça resterait positif. Et donc, comme les plus précaires restent les familles, et que là, on part sur 150 € par personne, les familles recevraient de toute façon plus que ce qu'elles cotiseraient. Ok. Alors, de toute façon, j'ai bien compris qu'on est au stade du travail et des hypothèses, hein, donc ma question s'inscrit là-dedans. Mais si j'ai bien compris votre présentation, c'est-à-dire que si on veut garantir 150 € par personne par mois, ça nécessite un certain montant budgétaire. Et si on veut faire payer, comme hypothèse de travail, encore une fois, uniquement ce montant aux salariés, ça nécessite 12,5% de leur salaire. C'est bien ça que j'ai compris. En gros, c'est ça. Salaire net, hein, voilà. Ouais. Pour le dire autrement, s'il y avait une augmentation salariale à peu près de cette ampleur-là, un gouvernement progressiste pourrait décider, par exemple, qu'au lieu d'augmenter le salaire en net, il pourrait décider que l'augmentation salariale revient à la mise en place d'un dispositif comme celui que vous préconisez, quoi. Ouais. Ce qui serait vraiment ce qu'on défendrait, et notamment parce que ce serait se donner les moyens collectifs pour reprendre la main collectivement sur notre alimentation.
et ce qui reviendrait quand même à une augmentation de salaire, puisque l'argent qu'on dépenserait via ce mécanisme, ce serait de l'argent qu'on a en plus à côté de Bien toute sûr. façon. Alors, ok, donc ça, on va dire, c'est la partie comment on finance, quoi, les ressources. Puis ensuite, vous l'avez un peu abordé dans votre introduction, il y a la partie comment on va utiliser ces 150 euros, avec là aussi un panel de possibilités. Je les examine toutes, même si j'ai bien compris que vous ne préconisez pas toutes. La plus naïve, c'est on distribue un chèque de 150 euros à tout le monde. On voit bien les difficultés, c'est que tout le processus dont vous avez parlé de choix collectifs sur la nature de notre alimentation, dans ce cas-là, serait absent. Hein. C'est-à-dire que les gens iraient avec un chèque de 150 euros, mais continueraient à utiliser les circuits d'alimentation actuels. On voit bien l'autre extrémité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une sorte vous avez parlé de carte vitale ou de bon d'achat, mais qui correspond qu'à une gamme de produits. Alors, dans cette hypothèse-là, est-ce que cette gamme de produits, de votre point de vue, on pourrait se la procurer partout, dans la grande distribution, directement auprès du producteur, dans des épiceries particulières, dans des points de vente particuliers? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faudrait dresser des partenariats avec un certain nombre d'acteurs de la distribution? Voilà, je ne sais pas si vous avez un peu réfléchi à la question de ensuite comment on utilise ce montant. Alors, Oui, déjà, vas-y. ouais. Déjà, peut-être pour expliquer pourquoi pour nous ces 150 euros qui sont réservés justement à des produits conventionnés, réservés à l'alimentaire, c'est notamment, par exemple, si on prend l'exemple de l'aide au logement, donc on a les loyers qui sont chers, le gouvernement met en place des APL, donc les personnes reçoivent une aide et on a globalement les loyers qui augmentent de la même proportion. Et donc, du coup, l'idée de sanctuariser un budget sur l'alimentation, ce n'est pas pour contraindre les gens à utiliser un budget minimum pour leur alimentation, mais bien pour le protéger aussi d'une réappropriation capitaliste de tout ça. Et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est important de protéger ce système des gros intérêts financiers de ce système-là. Notamment sur les questions de grande distribution. Effectivement, nous, on imagine plutôt des choses qui se font à côté et notamment repenser l'accès dans les territoires où il n'y a plus grand-chose. Et donc, pour nous, il faut vraiment se séparer de ce système à la fois de grande distribution et système agro-industriel pour pouvoir... en fait, pour pouvoir avoir une démocratie, il nous semble important de ne pas avoir des acteurs qui ont un poids énorme dans le système, quoi. Je comprends. Donc plutôt sur un circuit qui n'est pas le circuit de la grande distribution, qui s'appuie plutôt sur des autres acteurs et éventuellement qui peut aller jusqu'à la mise en place de points d'utilisation de ces crédits sur la carte vitale, par exemple, dans en fait, des nouvelles structures dans les endroits où il n'y aurait pas de structure déjà existante, quoi. Ouais, dans l'idéal. Mais on n'exclut pas complètement, comme disait Lola, de pouvoir non plus avoir ces produits disponibles en grande distribution. Par contre, ce qui nous semble extrêmement important, et c'est là où on voit ce qui s'est passé avec le médicament pour la sécurité sociale de santé, c'est la mainmise de certains groupes capitalistes qui récupèrent, ont en fait une population solvable en phase 2 et se font des bénéfices records là-dessus. Et donc pour nous, à partir du moment où on socialise l'argent, il doit rester uniquement pour le travail et il ne doit pas y avoir de récupération capitaliste dessus. Donc c'est de dire, dans la mesure du possible, mais ce ne sera pas possible demain pour tout le monde, on construit des organisations, soit publiques, soit privées, mais sous contrat de l'économie sociale et solidaire, sans récupération capitaliste, qui vont fournir les produits qui seront conventionnés. Ou alors, on peut conventionner avec des groupes type la grande distribution ou autres, mais avec un droit de regard sur leur marge. C'est ce qu'aujourd'hui n'arrive pas à faire le commerce équitable. Un produit qui est labellisé commerce équitable, vous savez qu'il y a une meilleure valorisation du travail des producteurs derrière. Par contre, la marge de la grande surface, vous n'avez aucun moyen de l'encadrer. Et donc là, c'est de dire, si jamais on conventionne avec les grandes surfaces, qu'on ait un moyen d'encadrer clairement les marges qui correspondraient aux travaux de ceux qui mettent en rayon, de ceux qui sont à la caisse pour vendre, mais pas
de bénéfices dessus. Ok, dans ce cas-là, ce serait de dire, voilà, la grande distribution, on peut nouer un partenariat avec vous, mais c'est à telle et telle condition, notamment le fait que la répartition et ce qu'on appelle la distribution de la valeur ajoutée dans toute la chaîne soit précisée très clairement, sur le fait qu'il y a un droit de regard collectif sur la manière avec laquelle tout ça est organisé, quoi. Ça fait partie des hypothèses que vous excluez pas, mais qui ont des conditionnalités extrêmement fortes. Oui. Ça, de pouvoir rémunérer le travail, mais pas plus, Oui, oui. quoi. Pas que une partie des 150 euros permettent et aillent dans les poches des actionnaires de Carrefour, de Leclerc, quoi. Ça, on peut le comprendre. Alors ensuite, quand on dit structure collective type sécurité sociale, là aussi, vous l'avez évoqué un peu en introduction, ça nécessite des structures collectives de contrôle et de décision. Notamment, vous avez dit, il faudrait décider de conventionner un panel finalement de produits. Il ne s'agit pas de réduire un type de pâte, mais un panel de produits dans lequel ensuite le choix individuel permet de sélectionner. Alors j'ai bien compris que de votre point de vue, c'est pas ni à vous, porteur de la proposition, ni même aux dirigeants politiques de déterminer quels seraient ces produits. Et je trouve ça très bien, c'est-à-dire c'est une forme de démocratie citoyenne qui doit le faire. Mais de votre point de vue, d'abord, comment on mettrait en place ces structures? Comment on permettrait à cette expression citoyenne voilà, de se dérouler? Quel processus de labellisation de ces produits? Est-ce que c'est par le fait que, comme il y a une nouvelle branche de la sécurité sociale, ben, il y a des représentants dans des caisses nationales d'administration qui vont déterminer ce panel de produits? Est-ce que c'est plutôt un dispositif de consultation plus large? Enfin, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez réfléchi à ce processus de délibération collective? Si tu veux aller. Je commence. Alors, ça fait faire beaucoup de nœuds au cerveau de penser à tout ça. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que sur les questions quand même agricoles et alimentaires, on regorge d'un nombre d'expérimentations sociales et sociétales sur lesquelles se baser. Et qui sont en plus très pratiques pour être pédagogiques et pour expliquer ce qu'on pense. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais l'une d'entre elles reste le commerce équitable et la capacité grâce à la loi qui avait été votée, de dire quelles sont les conditions pour que les travailleurs indépendants s'y retrouvent dans les conditions de travail actuelles. Donc, il y a celle-là. Après, on a deux autres choses sur lesquelles on peut vraiment se baser. C'est les systèmes participatifs de garantie, tels qu'ils vont être mis en place par Nature et Progrès, et qui sont dans une logique de contrôle, de labellisation non violente. En tout cas, pour la plupart de la façon dont ça se passe, c'est démocratique, c'est par les pairs, et ça se fait donc constamment. La Nature et Progrès, ils travaillent avec toujours un producteur et une autre personne membre de l'association qui vient. Il y a toujours un père, un paysan, un père qui vient et qui regarde avec les autres si ça fonctionne. Et donc, on a, pour se baser là-dessus, les moyens de se dire comment on peut, une fois que... j'aurais peut-être dû partir de là, mais ce qui est très important, c'est que dans ces caisses de sécurité sociale de l'alimentation, ce soit l'ensemble des citoyens qui puissent définir ce qu'ils aient envie de manger. À partir de là, une fois qu'ils ont défini les critères, les labels, le travail qui est plus technique, d'aller voir les paysans, d'accompagner, éventuellement de labelliser sur de la transition, si de voir les producteurs locaux qui produisent pas sous les standards de qualité que les gens aimeraient ou même que eux aimeraient mais qui économiquement ne peuvent pas, de faire le pas et de se lancer dans de la transition. Et ben là, avec ce mécanisme-là, on a du système participatif de garantie, on a de quoi imaginer des logiques de labellisation qui fonctionnent tout en respectant complètement les gens et sans ces logiques de contrôle qui sont parfois violentes pour les agriculteurs. Et on a aussi donc l'exemple des AMAP en agriculture qui permet de penser même plus loin le système et de dire, et si finalement, donc là on parle beaucoup des paysans, hein, mais l'idée ce serait aussi je dis juste, de pouvoir contractualiser des produits de l'industrie
agroalimentaire. Tout n'est pas forcément, loin de là, à jeter dans ces produits-là. Et c'est pas l'idée, c'est pas de dire tout le monde doit on doit conventionner que des produits bruts, hein. Il y a plein de produits transformés qui est très intéressant d'avoir, notamment pour des questions de gestion d'emploi du temps, de temps qu'on a pour la cuisine et autres. Mais donc, de dire sur le système des AMAP où un groupe de consommateurs, en fait, finalement, salarie quasiment l'agriculteur, dans le sens où il divise son revenu en nombre de chèques sur l'année par rapport au prix des paniers, et ensuite le producteur produit et arrive dans les paniers ce qui arrive, indépendamment d'aléas climatiques ou autres, et, euh, et indépendamment des prix du marché, simplement en disant bah, pour son travail, la personne doit être rémunérée. Et donc on peut envisager aussi d'aller plus loin que les contrats à prix volume garanti comme Commerce Équitable le propose, et de salarier les producteurs d'alimentation qui seraient salariés des caisses et qui livreraient l'ensemble de leur production sous cette sécurité sociale de l'alimentation. D'accord. Oui, Lola. Peut-être pour revenir sur les questions un peu d'organisation pratique des caisses, parce que j'avais l'impression que c'était un peu la deuxième partie de la question. Alors, nous, on n'est pas là pour sortir un système démocratique sur un plateau avec toutes les solutions. Par contre, c'est vrai qu'on se pose les questions de qu'est-ce qui pourrait être envisagé et de comment on pourrait y réfléchir. En tout cas, au moins pour essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est vrai que pour nous, il y aurait donc des caisses locales qui soient ni trop grandes pour que effectivement chacun puisse pouvoir avoir accès aux décisions qui s'y passent, ni trop petites pour qu'on soit quand même sur un bassin d'alimentation assez, qui a du sens, quoi. Il faudrait aussi que ces caisses, elles aient une taille, un nombre de personnes équivalent dans chaque caisse, parce que pour nous, il y a un cadre local et aussi un cadre national, parce que pour nous, il y a certaines décisions qui n'ont pas de sens à être prises au niveau local. Et du coup, si on veut que chaque caisse ait un ou deux représentants qui aillent au national, il faut bien qu'elles aient chacune le même poids. Après, sur l'organisation concrète de ces caisses, on peut penser tirage au sort dans la population, on peut penser élection de type syndical, on peut penser plein de manières de voir ça. En tout cas, on a bien en tête toutes les dérives de la démocratie participative et de tout ce qu'il ne faut pas faire. Après, il y a à construire à partir de ça tout ce qui peut être envisagé pour faire mieux que ce qui se passe dans certaines instances aujourd'hui. Je comprends bien la difficulté par ailleurs de cette réflexion, donc je comprends bien que tout n'est pas super défini avec l'idée, voilà, il y a des choses à construire et ça participe sans doute d'ailleurs de cette démarche démocratique de construire aussi ensemble les modalités d'élaboration de la décision collective. Alors j'avais une autre interrogation, le projet est intéressant parce que je trouve qu'il croise beaucoup de visions, et notamment une sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est quel est le rapport entre la mise en place d'un projet de ce type-là et ce qui revient un peu à la mode en ce moment, qui sont ce qu'on peut appeler des objectifs de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, est-ce qu'un projet comme celui-ci, il permettrait aussi, dans les critères qui pourraient être décidés, on va dire, de privilégier, de favoriser les consommations locales. Bien sûr qu'il y a des produits qu'on n'est pas capable de produire localement et donc il ne s'agit pas de dire on n'importe plus rien. Mais en tout cas, est-ce qu'un projet comme celui-ci, de votre point de vue, il pourrait permettre d'aller aussi vers une forme de priorité aux productions locales au détriment de ce qui a été un peu le modèle dominant du libre-échange généralisé, de l'importation de bétail du Mercosur, etc. Vous voyez bien ma question, c'est-à-dire le rapport entre ça et l'idéologie plus dominante du libre-échange. Oui, il y a à la fois cette idée. Alors, nous, effectivement, on n'est pas à dire il faut que du local. Par contre, l'idée de trancher, et d'aller vers un système qui n'est pas celui de la spécialisation des territoires comme on l'a aujourd'hui, pour nous, c'est un levier important pour ça et ça a du sens par rapport à ça. Maintenant, il est
l'objectif n'est pas de se couper de tout ce qui se fait plus loin que 30 km. Et donc, c'est pour ça que Mathieu a parlé de tout ce qui est processus de labellisation type commerce équitable pour aller plus loin. Et voilà. Mais par contre, la question d'arriver à remettre du local pour penser cette déspécialisation des territoires en agriculture, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît important. Du coup, la souveraineté alimentaire, ouais, dans ses définitions plus récentes, parce que c'est un concept qui a évolué, elle rappelle bien le droit des peuples, l'autodétermination des peuples à décider de leur alimentation. Et donc, en ça, pour nous, c'est un projet qui va complètement dans la souveraineté alimentaire, parce qu'on s'est vraiment proposé aux personnes de pouvoir définir leur alimentation et surtout d'assurer que tout le monde ait accès derrière à cette alimentation choisie. Donc, en ça, ça correspond complètement à la souveraineté alimentaire. Et après, est-ce que les peuples, si on laisse le choix à la population, les gens vont choisir d'aller vers plus une logique d'autosuffisance, en tout cas de casser ces filières? En fait, pour nous, d'un côté, si on ne fait pas le pari de la démocratie, on pense qu'on est mort, quoi. Enfin, si on ne croit pas que les gens vont aller vers ça, en fait, ça ne sert à rien de se battre. On en est persuadé que oui, que, que les gens chercheront à faire en bonne intelligence et à réfléchir et à mettre en place des choses. Il y a un critère pour l'instant sur lequel on travaille, qu'on décide, parce qu'on pensait à certains critères voilà, dans un cadre national dès le début, qui serait de dire, donc je parlais de prix de revient rémunérateur si on est sur les règles du commerce équitable, mais de dire, en fait, on interdit les caisses de SSA, et c'est une des revendications de la Confédération paysanne aujourd'hui sur les fruits et légumes. On interdit d'aller chercher des produits qui peuvent être produits en France enfin en dessous du coût de revient en France. C'est-à-dire qu'on sait élaborer en France combien ça coûte de faire 1 kilo de courgettes pour un producteur, il peut y avoir des variations éventuellement. Eh bien, on interdit d'acheter en dessous de ce prix-là. Et donc, si on va chercher à l'export, c'est pas parce que il y a moins cher ailleurs et qu'on met notre production en concurrence avec le reste du monde, mais parce qu'il n'y a pas assez chez nous et qu'on a besoin d'aller acheter. Et en payant plus cher les produits à l'étranger, eh ben, on augmentera la capacité des travailleurs sur place à mieux s'en sortir ou à mieux revendiquer une meilleure revalorisation de leur travail face à leur patron. Mais voilà, on est en discussion si on propose ça dans un cadre national ou pas, mais on est quand même sur des règles de ce type-là. On laisserait les gens décider de ce qu'ils veulent être mangés et de quels critères, mais par contre, sur des logiques économiques qui permettent la pérennité du système et de s'assurer de la souveraineté alimentaire, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit. D'accord. Qui peut par ailleurs, si je peux me permettre une remarque, peut être aussi une piste de ressources supplémentaires, parce que si vous mettez en place ce type d'ajustement aux frontières sur des prix de production, ça veut Alors, dire qu'il y a de ouais, l'argent qui peut rentrer. dans la proposition actuelle de la Confédération paysanne qui porte, l'argent ne serait pas récupéré par une quelconque instance, mais serait simplement donné aux producteurs des pays étrangers. Donc, on achèterait plus cher aux producteurs. Mais éventuellement, ça peut être réfléchi pour être récupéré entre les deux par la caisse. Et en tout cas, il y a une vraie idée de ne pas mettre en concurrence la production française. Et bon, principalement sur les fruits et légumes, vu qu'on est sur une érosion drastique de la production et qu'on est passé en dessous de 50% de la production des fruits et légumes qu'on consomme il n'y a pas longtemps et que ça continue malheureusement de baisser, il y a une vraie nécessité à en tout cas ne pas faire qu'il y ait une concurrence économique qui empêche l'élaboration d'une production et d'une autosuffisance sur le territoire. Alors, ok, merci. Oui, pardon, allez-y, allez-y. Pour insister un peu sur ce que dit Mathieu, parce que on parle de démocratie alimentaire, de ne pas décider à la place des gens, et effectivement, depuis tout à l'heure, on parle quand même d'un certain nombre de critères, en tout cas économiques. Il faut savoir que nous, les critères qu'on pense indispensables à prévoir dès le début dans le cadre national sont ceux qui permettent d'assurer une bonne démocratie et un bon fonctionnement du système. Donc c'est pour ça qu'on parle effectivement de non-concurrence avec la production française, qu'on parle de prix rémunérateur pour les travailleurs. On parle aussi de respect, de permettre à tous d'avoir accès à
d'avoir accès aux produits qui sont dans les caisses, c'est-à-dire si on a quelqu'un qui a une maladie particulière et qu'il a besoin de manger telle chose, il faut qu'il puisse le trouver dans la caisse et donc qu'il y ait un respect de la diversité des régimes alimentaires. Donc voilà, on va avoir un certain nombre, comme sur la question du profit capitaliste, etc., on a un certain nombre de critères qui nous semblent importants pour préserver la démocratie et c'est les seuls qu'on pense qu'il faut revendiquer avant même de parler des produits, quoi. Ouais, bien sûr. Après, si je peux me permettre, dans tous les cas, la proposition a un contenu politique, je veux dire. Donc, bien évidemment, après, l'idée, c'est de pas choisir à la place des gens, mais c'est déjà un choix de mettre en place un projet comme celui-ci qui porte aussi une idée de la société, je pense, et il faut l'assumer aussi. Et puis, la deuxième remarque, c'est que dans la situation actuelle, en l'occurrence, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner et choisir, par exemple, de prioriser de production locale au détriment d'autres productions, ou alors de manière très difficile, quoi. Donc c'est aussi rendre un choix possible entre différents panels. Et donc ma deuxième question, j'ai dit ça parce que mon autre question, elle allait dans ce sens-là, de votre point de vue aussi, même si je comprends tous les garde-fous que vous mettez sur l'idée de dire c'est pas à nous de décider à la place des gens, et ça je le comprends très bien, mais dans l'idée que vous vous faites de la manière avec laquelle on pourrait mettre en place dans ce processus d'élaboration collective, quel impact vous voyez de la mise en place d'un tel dispositif sur, j'ai envie de dire, peut-être aussi la reconstruction ou la conversion ou la transition de notre modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui? Ben, donc moi, j'avais participé professionnellement à l'analyse du plan agroécologique pour la France, donc toute la politique de Stéphane Le Foll. Et quand même quelque chose qui remonte extrêmement fort de l'ensemble des acteurs qui sont en filière, mais qui représentent voilà, plus de 70 à 80% de notre alimentation aujourd'hui, c'est de dire, en l'absence de débouchés rémunérateurs, il n'y a pas de possibilité de transition agroécologique. En fait, ça coûte plus cher de bien produire. Et donc, il y a le label bio agriculture biologique, qui va rémunérer. Mais en fait, il y a un peu un côté, soit on est en bio, soit on ne l'est pas, et pas trop d'intermédiaires. Et donc, la bio restant, voilà, pour plein de raisons, assez difficile à accéder pour tout un type de production et de filière organisée, nous, on est assez persuadé que jouer sur la demande et rapprocher les consommateurs, permettre l'élaboration d'une demande citoyenne sur ces questions va permettre effectivement d'offrir des débouchés aux agriculteurs. Parce qu'on a vraiment un frein d'un point de vue de la production, notamment agricole. Après, il faut voir pour l'agroalimentaire, à transitionner vers la qualité qui est d'ordre économique, parce que c'est prendre un risque que de changer de mode de production. Quand on est endetté, c'est très compliqué. Et donc, d'avoir un acheteur qui dit on vous prend vos produits et on vous conventionne sur un contrat de transition dans les 3 à 5 ans, qui vous dit qu'on vous prendra vos produits dans les 3 à 5 ans pour améliorer la qualité de ceux-ci, quitte à aller vers tel et tel critère, que dedans il y ait bio ou pas et autres, le bio ne suffisant pas du tout à assurer la bonne qualité d'une production, et avec un prix garanti et avec aussi une assurance que s'il y a un problème, eh ben, les gens auront quand même de l'argent. On est à peu près sûr qu'on joue sur un des leviers qui est très peu travaillé et qui est très important aujourd'hui pour une transition agroécologique. Et l'autre certitude qu'on a, c'est l'aspiration d'une très forte partie de la population à manger des produits de meilleure qualité, euh, mais, euh, mais qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la consommation liée au blocage du prix, quoi. Et alors, une question un peu provocatrice ou volontairement un peu avocat du diable. Si on met en place le dispositif, imaginons, ça y est, c'est en route, euh, est-ce qu'il reste de la place pour une production agricole qui soit hors conventionnement? C'est-à-dire finalement, est-ce que le dispositif devient avantageux pour la raison que vous avez indiquée, c'est-à-dire d'une forme de garantie du débouché? Est-ce qu'en réalité, il subsiste un quelconque espace pour des productions agricoles qui seraient en dehors de ce confinement?
Alors, déjà, dans un premier temps, 150 € par mois, c'est en dessous du budget moyen des ménages pour l'alimentation. Donc, c'est 50 € de plus que le budget des ménages précaires, mais il me semble c'est 230 €, il me semble, le budget moyen alimentaire des ménages. Et donc, du coup, il y a quand même une partie, pour une grande partie de la population, qui a priori sera encore consommée dans les circuits traditionnels. Après, on ne va pas se mentir, nous, on espère aussi que 150 € ce soit un premier pas et que progressivement, éventuellement, ça augmente. Et forcément, ça prendra des marchés à d'autres, les systèmes en place et peut-être qu'ils vont diminuer au fur et à mesure, mais ça on verra. Ok. Bon, merci pour ces éclairages sur le dispositif. Si ça vous convient, je voudrais aussi vous interroger sur deux, trois liens entre un tel dispositif et des questions européennes. Moi, je suis député européen, vous le savez. Premièrement, est-ce que vous avez étudié la conformité d'un dispositif de ce type avec la réglementation européenne, tout simplement? Alors, la question des prix minimums garantis pour l'importation est complètement antinomique avec les dispositifs européens. Ça, c'est sûr. Après, pour le reste, on n'a pas ciblé du tout d'incapacité et de. Enfin, on n'en a pas vu. On s'est posé un peu la question sur le principe du régime de la Sécu de santé telle qu'elle fonctionne, en l'améliorant, hein, bien sûr, mais euh, pour l'instant, on n'en a pas vu, hormis celui-ci. D'accord. Et après, Notamment, ouais, pardon, allez-y. Et après, sur le lien avec d'autres politiques européennes, nous, on est par ailleurs dans des collectifs comme Pour une autre PAC, où forcément on fait le lien avec les politiques agricoles qui pourraient, si on suivait les propositions qu'on fait dans ce collectif, être réorientées vers une transition agricole qui serait sûrement plus rapide qu'avec ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est pour ça la question à laquelle j'allais en venir. Bon, sur les incompatibilités, je pensais, mais j'ai pas étudié la question, j'ai pas de réponse, mais je pensais à des difficultés qui pourraient être posées relatives finalement à la réglementation de la concurrence, aux règlements spécifiques sur de ce qui pourrait s'apparenter. À mon avis, c'est pas le cas, mais ils ont une conception très la géométrie variable de ces dispositifs, mais de ce qui pourrait s'apparenter à des aides publiques à certains secteurs de la production au détriment des autres. C'est à ça que je pensais, hein, Mhm. mais je n'ai pas du tout travaillé de la question, donc je ne sais pas vous Là, répondre. on serait sur du droit privé, normalement, hein, la Sécu restant du droit privé aussi. Ce ne serait pas directement l'État qui gérerait, donc normalement, on échappe à ces conditions de règles de mise de marché, D'accord, de ok, marché ok. public. C'est intéressant et c'est pour ça que ma question, c'est un petit peu ce que Lola a introduit. Après, quel rapport aussi avec la politique agricole commune? Parce qu'on parle d'agriculture. Il est clair qu'aujourd'hui, une partie conséquente, voire la plus importante des revenus d'un grand nombre, en tout cas, d'agricultrices et d'agriculteurs, c'est la PAC, c'est les aides directes. Euh, bon, elles sont déterminées. Bien sûr, il y a des marges de manœuvre nationales dans leur modalité de distribution, mais en tout cas, ces marges de manœuvre nationales, elles sont encadrées par une réglementation européenne, hein, de la politique agricole commune. Comment vous voyez l'articulation entre les deux? Parce que évidemment, la première idée qui nous vient, c'est de dire, bah, on prend cette manne financière et ça abaissera d'autant la cotisation des salariés pour contribuer à ça. Mais en l'occurrence, c'est pas permis aujourd'hui, sauf si l'idée devenait majoritaire à l'échelle européenne. Mais je le dis d'une manière, je n'ai pas peur de dire que des fois, il ne faut pas respecter les règles européennes, que les choses soient claires, hein. C'est juste que je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment il pourrait y avoir de l'articulation entre les deux, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette articulation. Oui, complètement. Euh, donc, je ne vais pas repréciser dans les grandes lignes le projet qu'on porte pour la prochaine PAC avec le collectif pour une autre PAC, hein, mais très globalement, c'est de faire en sorte que les 10 milliards d'argent de la PAC qui arrivent en France chaque année servent à la transition agroécologique. Et notamment, enfin, on le défend en disant que c'est une vraie politique alimentaire parce que les gens ont envie d'avoir cette alimentation-là.
avec les limites que ça a, de pouvoir en faire une vraie politique alimentaire dans le cadre aujourd'hui, c'est-à-dire de s'assurer qu'on puisse élaborer la demande politiquement et pas en tant que consommateur, et de s'assurer que tout le monde ait accès. La PAC ne permet pas ça. Mais du coup, que ce soit dans la PAC actuelle ou si jamais tous nos rêves du collectif pour une autre PAC passaient demain dans la PAC, on n'aurait pas envie que les 10 milliards partent dans les caisses de la SSA. On reste plutôt sur l'idée de dire que financer sur de la cotisation, c'est intéressant, et d'utiliser l'impôt et le budget de l'État pour d'autres choses, et de rester indépendant du fonctionnement de l'État. Et en fait, 10 milliards, on en aura bien besoin pour subventionner les producteurs, pour qu'ils puissent avoir accès aux outils nécessaires à la transition agroécologique et ne plus s'endetter, et éventuellement s'émanciper des banques et du crédit. Et si demain, tous les paysans français recevaient de l'argent, ou même des terres ou autre chose, pour avoir leurs moyens de production qui soient soit publics, soit qui appartiennent aux caisses, enfin, ou en tout cas sur lesquels on leur donne une propriété d'usage, mais qui soit plus sous forme de propriété privée, et qu'on les émancipe de la nécessité de s'endetter constamment et d'être du coup dépendant des banques pour produire, et ben, ce serait très intéressant. Donc Ok. pour nous, l'argent de la PAC, c'est pour la transition. Non, mais pour résumer, c'est très clair. En réalité, il y aurait la partie, j'essaye de le synthétiser, voir si je l'ai bien compris. Il y aurait la partie, on va dire, socialisée, qui, elle, vise en fait à, si je prends une analogie avec ce qu'on regarde dans les budgets d'habitude, à gérer tout ce qui va être le fonctionnement, en fait, hein, du dispositif. Et puis, il y aurait une partie, pas forcément limitée à la PAC, mais en tout cas dans laquelle la PAC peut être utile, qui vise plutôt à faire les investissements nécessaires pour mettre le modèle agricole, on va dire, en connexion avec les besoins alimentaires tels qu'ils sont exprimés par les citoyens. Ouais. Je reprécise juste une dernière fois pour pas qu'on se perde. Ouais, Agricole et alimentaire, il y aura aussi besoin, voilà, de transformation, bien de distribution, de repenser peut-être notre industrie agroalimentaire pour produire des choses plus de qualité ou plus à l'échelle des territoires. Il faudra peut-être déconstruire certains abattoirs trop gros et en reconstruire ailleurs, des choses comme ça. Enfin, voilà, les investissements des producteurs et de l'ensemble de la filière alimentaire. Non, vous faites bien de préciser qu'il ne s'agit pas de dire que dans ces produits conventionnés, il n'y aurait que du produit brut, c'est-à-dire que du légume qu'on va aller chercher à la ferme, quoi, pour synthétiser, et qu'il y a aussi une chaîne de transformation qui nécessairement s'intègre aussi là-dedans. Alors j'ai une dernière question, si ça vous convient, et puis après, si vous avez un élément que vous voulez rajouter, je vous laisserai bien sûr rajouter. C'est, alors le projet est très intéressant, et il part du principe que de la même manière que la santé, l'alimentation est un besoin indispensable à la vie. Et en tout cas, une certaine quantité d'alimentation est indispensable à la vie. Et vous l'avez dit, on en a discuté, ça permet de tirer de nombreux tiroirs. C'est ça que je trouve intéressant, surtout dans le projet. Nécessairement, la réflexion, elle amène à dire, mais il y a aussi d'autres besoins alimentaires qui sont des besoins élémentaires aujourd'hui payants et qui pourtant sont indispensables à la vie. Je pense à l'accès à l'eau, je pense à l'accès à l'énergie. Alors, est-ce qu'il y aurait une articulation possible? Est-ce que cette sécurité sociale de l'alimentation pourrait être une sécurité sociale des besoins élémentaires? Volontairement, on est dans une audition, je pose des questions larges. Je ne dis pas que moi, j'y suis forcément pour. Hein. Je m'interroge comme vous, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que ça pourrait se transformer de cette manière-là? Et pour le dire autrement, quelle connexion vous faites entre la réflexion sur un modèle de ce type-là, les réflexions qu'il peut y avoir autour de la gratuité des besoins élémentaires, premier mètre cube d'eau, premier kilowattheure d'électricité, et y compris quelle connexion vous faites entre un dispositif comme celui-là et les réflexions qu'il peut y avoir autour de ce qu'on appelle le revenu universel ou ouais, parce qu'on sent bien que c'est finalement différentes manières de prendre un peu le même problème, quoi. C'est-à-dire comment chacun a accès à ce qui lui est indispensable pour vivre. Alors déjà, peut-être, on a dit au début qu'on faisait, enfin que ISF Agrista, donc l'association dont on est membre, fait partie d'un collectif qui travaille sur ces questions, et notamment, donc dans ce collectif, il y a d'autres associations, que ce soit producteurs, recherche, etc. Et on a notamment Réseau Salariat qui travaille sur la question du salaire à vie.
Donc, effectivement, on n'est pas complètement déconnecté de tout ça. Nous, c'est vrai que notre association, elle travaille sur les questions agricoles et donc, du coup, on pense les questions agricoles et alimentaires. Maintenant, il y a d'autres organisations assez proches de ce projet qui, pour eux, c'est un combat parmi d'autres de reconnaissance d'autres projets de sécurité sociale pour aller vers un modèle plus généralisé de salaire à vie. Voilà, nous, ce n'est pas l'objectif de ce qu'on développe, mais c'est sûr que c'est des choses qui sont assez liées. Je ne sais pas si tu veux enchaîner sur la gratuité. Juste dire que le projet qu'on développe, c'est de dire on inscrit cette branche dans le régime général. Et ce projet dont on parlait de sécurité sociale de tous les besoins, en fait, pour nous, il est déjà là. Il s'appelle régime général. Il manque juste quelques branches. Voilà, les APL sont, à mon avis, encore très mal foutus pour parler de droit au logement aujourd'hui en France. Il faudrait aller plus loin. Pour le droit à la santé, il y a toute une réappropriation des caisses à faire et réindexer le taux de cotisation sur l'inflation, ce qui a été arrêté dans les années 80, pour reprendre le pouvoir et reprendre assez d'argent pour pouvoir faire tourner le système là. Pour la sécurité sociale de l'alimentation, on vient d'en parler pendant 1 heure. Et puis ben, oui, pourquoi pas développer sur l'énergie et autres. En tout cas, voilà, pour nous, le projet politique autour de ça, il s'appelle régime général de la sécurité sociale, quoi. Donc ça, c'est sûr qu'on s'inscrit complètement dans l'idée de défendre ça et pas de dire que l'alimentation est plus importante que l'énergie ou autre. Par rapport à la question de la gratuité du revenu universel, pour nous, et même ou de l'augmentation des salaires, pour nous, ce qui est très important, c'est de comprendre la notion de variable d'ajustement de l'alimentation. Et ça, c'est là où on se défendra peut-être un peu plus que d'autres sécurités sociales de l'énergie ou autres, c'est que les Restos du Cœur, c'est né avec Coluche qui dit merde, les gens l'hiver, en fait, ils se chauffent et du coup, ils n'ont plus assez pour se manger. Et on le voit encore aujourd'hui, l'alimentation, c'est une dépense invisible. Ça ne se voit pas si on a sauté un repas ou si on saute un repas depuis 15 jours ou autre. Et donc, c'est là-dessus qu'on grignote. On grignote à la fois en ne mangeant pas ou en mangeant mal ou en mangeant moins et ainsi de suite. Et donc, si on veut sortir de ce truc-là, de l'alimentation comme variable d'ajustement de budget, pour nous, sanctuariser un budget qu'on ne peut pas remplacer, c'est hyper important. Et donc, penser qu'une augmentation des salaires ou qu'un revenu universel va régler la question de l'alimentation, pour nous, c'est une mauvaise façon de travailler le projet, vraiment. La seule façon d'assurer l'alimentation de qualité, c'est de sanctuariser un budget. Ou alors de la rendre gratuite. Mais en fait, pour nous, sanctuariser un budget ou la rendre gratuite, c'est la même façon. Enfin, en fait, c'est 150 € d'alimentation qui sont gratuites. Donc, sur cette question de la gratuité, pour nous, c'est donner accès à une alimentation gratuite pour une partie. Maintenant, on ne parle pas du mot gratuit parce que tout a un coût. Et puis, une alimentation gratuite, ça ne veut pas dire que ça nous plaît, ça ne veut pas dire que ça nous convient. Et donc, on part sur démocratie de l'alimentation et droit à l'alimentation pour dire se donner les moyens de décider à quelle alimentation on aura accès. Mais en fait, la question de la gratuité est déjà présente, mais elle nous semble politiquement beaucoup moins percutante pour la réappropriation de la production. Et voilà. D'accord. Et il y a une autre, si je peux me permettre, une autre peut-être différence entre gratuité et sécurité sociale de l'alimentation. C'est que souvent, on entend par gratuité, vous avez raison, rien n'est gratuit, donc il y a bien ce qui coûte est bien payé par quelqu'un. On entend plutôt un financement par l'impôt en réalité, alors que dans un dispositif de type sécurité sociale de l'alimentation, on est plutôt sur un financement par la cotisation. Je pense que c'est peut-être aussi une autre différence, non, avec la gratuité. Oui, complètement. Gratuité, on ne dit ni qui décide de ce qui est produit et on ne dit pas qui. Enfin, on ne le dit pas quand on dit que c'est gratuit, on ne dit pas qui finance, mais sous-entendu. Souvent, ça veut dire que c'est l'État qui finance. Et on l'a vu quoi, dans l'évolution de la sécurité sociale de santé, l'État être souvent, enfin, voire tout le temps, celui qui va accompagner la privatisation et le fait de faire des cadeaux de parts de marché à des entreprises capitalistes et se poser un peu comme l'opposé quoi, en tout cas de l'intérêt général et de ce que pourrait vouloir le peuple. Et donc, pour se prémunir, pour avoir quelque chose de résilient face à des changements politiques ou autres, se baser sur une organisation type sécurité sociale et donc un financement indépendant
par la cotisation et pas par l'impôt nous paraît intéressant. Et sans doute aussi un dispositif un peu plus long terme, c'est-à-dire souvent on dit que la difficulté des financements sur le budget de l'État, c'est qu'ils sont soumis de manière très immédiate aux aléas des changements de majorité politique, alors qu'un dispositif de type sécurité sociale a un peu plus d'inertie, j'ai envie de dire, et lui permet d'être un peu plus garanti, quoi. Oui, ça, c'est pour ça que pour nous, c'est important de passer par des caisses autonomes par rapport à l'État. C'est aussi pour ces questions de changement de majorité, effectivement. Ouais. Et de changement de majorité. Et je voulais dire aussi, pour nous, c'est une des clés de la résilience du système à des changements politiques, c'est que la démocratie soit au plus proche, quoi. Plus le système est bien ancré dans la population, moins on aura de possibilités d'y mettre un arrêt, quoi. Je comprends bien. Bon, moi, je crois que j'ai fini un peu les questions que je voulais vous poser. Je ne sais pas s'il y a un élément, vous pensez, important sur lequel on n'a pas échangé. Oui, peut-être. Moi, j'ai noté tout à l'heure, on a évoqué rapidement la question de la transformation. Et c'est vrai que mince. Oui, dans la question de l'accès, comme disait Mathieu, c'est assez important de pouvoir avoir accès à des produits transformés. On pense notamment que c'est pas parce qu'on met en place une sécurité sociale de l'alimentation que les gens vont avoir leurs horaires de travail diminués et qu'ils auront plus de temps pour faire à manger et que l'ouvrier qui enchaîne 3 contrats précaires et qui tourne voir ses enfants le soir, il aura plus de temps pour cuisiner les produits bruts. Et du coup, pour nous, il y a des réflexions en cours aussi, notamment par un des membres du collectif, plutôt sur les enjeux de restauration collective et notamment de restauration collective ouverte à tous, éventuellement le soir, et qui ne serait pas réservée à l'école, au restaurant d'entreprise, etc., quoi. Donc ça, c'est la partie, le séminaire démocratie alimentaire qui travaille pas mal dessus. Et pour nous, ça nous paraît assez indispensable d'avoir aussi des lieux comme ça où on peut manger ensemble, des choses préparées éventuellement ensemble. Enfin, voilà, d'avoir des lieux de mise en Juste, place. juste une question là-dessus pour bien comprendre. L'idée, ce serait de dire que le dispositif ne fournit pas, bon, tout à l'heure on a dit, il ne fournit pas que du brut, il peut fournir du transformé. Et là, vous dites, il pourrait, y compris, je vais utiliser une formule, je ne sais pas si elle est correcte, fournir du cuisiné, quoi. C'est-à-dire que par ce dispositif-là, on pourrait aussi avoir accès à une partie qui serait déjà prête directement à la consommation, quoi. Ouais. Oui, penser à, alors je ne sais pas si ça s'appellera comme ça, mais penser à conventionner des services de type traiteur ou de type restauration collective, effectivement. D'accord. Ok, je vois bien. Très intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça et de la difficulté, une fois qu'on a eu accès aux produits, du temps, y compris de cerveau, et du temps même matériel disponible pour ensuite le transformer, quoi. Voilà, peut-être, je ne sais pas s'il y a un autre point que vous voulez qu'on aborde ou vous pensez qu'on a bien fait le tour. On a Ça pas va? mal fait le tour. Ouais. Super. Bon, je crois que c'était très intéressant. Merci beaucoup de vos éclairages, de tout ce travail, parce que je crois qu'il nous fait beaucoup réfléchir. Donc, il est très intéressant pour le travail qu'on est en train de mener, parce que bien sûr qu'on réfléchit sur la situation actuelle, mais aussi sur les enseignements politiques qu'on peut en tirer pour demain. Alors, bien sûr, ces réflexions, elles ne datent pas du Covid-19. On les avait déjà avant, mais peut-être qu'elles remettent aussi sur la table de nouvelles questions et nous invitent à y réfléchir. Donc, merci de nous avoir apporté votre éclairage. N'hésitez pas à l'avenir si on peut à nouveau échanger parce que je crois que tout ça est très utile pour la réflexion collective. Donc merci de nous avoir consacré tout ce temps-là et bon courage pour la suite des travaux. Au revoir. Merci. Au revoir.